Bonsoir à tous, merci d'être venus nous écouter, vous parler du tricot. Donc, on va essayer de détricoter un petit peu les ingrédients qui donnent au tricot toutes ces propriétés magiques qu'on va commencer par lister. On va vous raconter un peu trois bouts d'histoire. La première partie, ça va être d'essayer de vous convaincre en fait que le tricot, c'est un métamatériau mécanique. Alors, on va déjà commencer par essayer de vous expliquer un peu ce qu'on veut dire par ces horribles gros mots. Et ensuite, on vous montrera comment on peut, enfin vous le savez déjà certainement pour ceux d'entre vous qui tricotent, mais qu'on peut utiliser le tricot pour programmer des formes et que ça a des avantages dans des tas de domaines, en particulier dans l'industrie. Et puis, si on a le temps, on essaiera de vous parler des tremblements du tricot. Je vais vous laisser la surprise, pour savoir ce que ça veut dire. Voilà. Bon, ça va continuer à arriver, ça. Alors, ok, donc un métamatériau. Qu'est-ce que c'est un métamatériau? Eh bien, si on tape ça sur Google, on obtient toutes ces jolies images de choses qu'on ne comprend pas trop, mais quand même, si on regarde de près, on voit des matériaux qui ont une microstructure, donc qui sont faits typiquement de petites cellules qui ont chacune une forme un peu particulière, souvent très travaillée, et dont, en empilant ces petites structures, on fabrique un matériau. Ok, donc les mots-clés ici, c'est on va utiliser des ingrédients microscopiques, donc on va fabriquer une petite structure et on va empiler cette structure pour obtenir un matériau qui a des propriétés physiques inédites qui proviennent essentiellement du fait qu'il y a une structure à l'échelle microscopique qu'on a décidée et qu'on a imprimée sur le matériau. Donc voilà, la microstructure nous donne une certaine fonction qu'on a choisie en empilant ces petits bouts de structure. Là, cette fois, c'est à toi. Bonsoir à tous. Et donc moi, je vais vous donner quelques exemples de ces métamatériaux, parce que c'est un sujet de recherche qui est très à la mode en ce moment. Et donc notamment pour ce qui est des ondes électromagnétiques, on va faire des sortes de structures qui vont donner des propriétés très spéciales à ces ondes. Et notamment, un des exemples les plus médiatisés, les plus connus, c'est cette sorte de câble d'invisibilité qui va réussir à déformer les rayons pour que si on regarde de ce point de vue-là, on a l'impression que ce qui se passe ici est complètement invisible. Donc les rayons ne sont pas arrêtés, ils sont juste déformés et on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc ça, c'est un exemple pour les ondes électromagnétiques, mais on a plein d'autres exemples. Par exemple, pour une sorte de compaction, en aérospatial, c'est très utilisé parce que le gros problème de l'aérospatial, c'est qu'on a un volume très limité. Mais sauf qu'une fois qu'on est dans l'espace, on aime bien avoir, soit pour les panneaux solaires, une très grande surface pour augmenter l'énergie qu'on peut recevoir, ou même pour des projets de voiles solaires, c'est bien d'avoir une très grande surface pour augmenter le nombre de photons qu'on peut percevoir. Et du coup, il y a c'est un problème qui est en physique qui est très recherché, c'est d'avoir comment on peut replier toute une surface dans un tout petit volume. Après, c'est aussi très utilisé dans le design, donc dans la recherche design ou autre, où par exemple, là je donne un exemple d'une chaise qui s'appelle Flexible Love, et qui est faite en gros de carton bien structuré, de sorte qu'on peut l'étendre pour former un canapé ou alors une sorte de pouf. Et du coup, on peut changer comme ça sa fonction grâce à la structure un peu spéciale. Ou peut-être un petit peu plus proche, vous avez peut-être déjà vu cette lampe Ikea, où rien qu'avec un système de cordelettes, on peut changer sa structure pour juste changer la luminosité ambiante. Et donc, sauf que les métamatériaux que je vous ai montrés là, c'est des exemples un petit peu exceptionnels, mais on veut vous montrer que un petit peu tape à l'œil, c'est ce que je voulais dire. Et on va montrer qu'en fait, on en trouve vraiment partout, et notamment quand on regarde les métamatériaux mécaniques. Ok, alors, pour illustrer un petit peu ce qu'on veut dire et pourquoi on parle de ça, on va prendre un exemple sur lequel en fait, on a beaucoup travaillé au labo, qui est l'exemple des origamis. Alors, si je prends une bête feuille de papier et puis que je tire dessus, bon, il ne se passe pas grand-chose, à savoir qu'elle va s'étendre un tout petit peu, et puis qu'au bout d'un moment, elle va finir par se déchirer. Donc c'est un système qui est très raide, d'accord, qui n'a pas de propriété particulière, à part que, voilà, elle va se déchirer. Bon. Alors, si par contre, maintenant, je m'amuse à la plier en accordéon, par exemple, donc en lui mettant une série de plis parallèles les uns aux autres, eh bien, vous voyez que, enfin, sans grande surprise,
ce système devient beaucoup, beaucoup plus mou et que je peux changer sa taille par rapport à sa configuration initiale d'un facteur important. Okay, donc là, j'ai imprimé une microstructure assez élémentaire, qui est juste un ensemble de plis, et j'ai complètement changé la réponse mécanique macroscopique de cet objet. On a caractérisé proprement comment ce truc se déroule. Alors, on peut faire encore mieux que ça, et ça, c'est quelque chose qui se passe, je crois, dans le laboratoire de José. C'est maintenant d'utiliser une autre idée qui consiste à venir découper la feuille de papier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les kirigami. C'est quelque chose qui est aussi donc étudié dans les labos en ce moment. Et là, maintenant, si je tire sur le système, je peux l'étendre encore beaucoup plus que l'origami précédent. Et vous voyez que là, la réponse mécanique a été reportée sur la flexion de la feuille, qui est donc une direction très molle de déformation de l'objet. Et puis là, j'arrive à déformer le système quasiment pour doubler sa taille. OK. Donc, si je voulais maintenant quantifier proprement cette chose, eh bien, je mettrais ces différents systèmes dans une machine qui tire dessus sur les objets et puis qui mesure la force dont j'ai besoin pour les déformer. Alors, vous voyez, au milieu, ici, je vous ai mis la réponse. Donc, ici, c'est l'élongation en pourcentage versus la force dont j'ai besoin pour faire cette élongation. En jaune, vous avez la feuille de papier. Donc, c'est quasiment vertical. Ça veut dire que c'est un système qui est extrêmement raide. La pente de cet objet, c'est l'élasticité. D'accord ? Si je reprends mon accordéon ici, vous voyez que la pente est beaucoup plus petite, et donc c'est un système qui est très mou. Et puis je peux atteindre des élongations importantes. Et puis si maintenant je mesure la réponse de cet objet de kirigami, eh bien ici j'obtiens une pente qui est encore plus faible que celle du cas origami. Et donc j'ai réussi, en faisant quelque chose d'assez simple dans la microstructure de mon système, juste découper à certains endroits intelligents, j'ai réussi à complètement changer la réponse de mon système et en faire un métamatériau. Voilà. Donc la question que vous posez sûrement, c'est qu'est-ce qu'a à faire le tricot là-dedans ? Mais en fait, le tricot, c'est aussi une sorte de structuration d'une matière, sauf que cette fois, on va partir d'un fil à une dimension, et on va venir faire des petites boucles qui vont parcourir une ligne, puis on va revenir et parcourir la seconde ligne avec les boucles qui vont rentrer dans celle précédente. Et donc on vient, là, cette fois, structurer, non pas une surface comme pour les origami ou les kirigami, mais un fil. Et ce qu'on va imposer, ça ne va pas être des plis ou des coupures, mais ça va être des entrelacs, des croisements, qui va nous permettre de construire à partir d'un fil très simple un matériau qui va être beaucoup plus compliqué et dont on va pouvoir changer ses propriétés. Donc maintenant, tous ceux d'entre vous qui tricotent pourront dire qu'ils fabriquent en fait des métamatériaux à la maison. Et vous avez peut-être remarqué qu'une des caractéristiques de ces tricots, c'est en particulier, par exemple, qu'ils roulotent. Alors, donc, dans le cas du jersey, donc, pour la plupart des pulls que vous avez sur les épaules, ces pulls sont tricotés, en fait, de très petites mailles. Et une des propriétés du point qui est utilisé pour tricoter ces pulls, qui est le point de jersey, je reviendrai ensuite sur la structure du jersey, c'est un système qui spontanément a envie de s'enrouler sur lui-même. Donc, en l'occurrence, si vous regardez maintenant les manches de votre pull, vous allez vous apercevoir qu'il y a des côtes qui viennent sur votre poignet, ici, finir le tricot de jersey de votre pull. Et ce nouveau point de côte ici, lui, ne roule pas sur lui-même, et donc il est mis à cet endroit-là pour empêcher votre pull essentiellement de se rouler sur vos bras. Donc voilà, donc il y a cette propriété intéressante du jersey, qui, vous voyez, donc ce que j'ai dit ici, c'est que si je change le point, je vais changer complètement les propriétés élastiques du tricot. Alors ça, c'est évidemment très largement utilisé dans des tas d'applications, en particulier dans cette magnifique chaussette ici, qui est une chaussette de randonnée, en fait, et dans laquelle on a modulé le point qu'on a utilisé à différents endroits. Ici, vous avez des côtes, ici des côtes qui sont plus serrées, de manière à moduler l'élasticité du textile pour s'adapter à la forme du pied et puis aux contraintes qui vont être appliquées sur la chaussette. Alors, bon, on peut se servir évidemment des points pour faire tout autre chose que modifier les propriétés mécaniques, évidemment, pour, par exemple, fabriquer des ornements, avec plus ou moins de bon goût d'ailleurs, mais... et voilà, donc on va vous raconter un petit peu d'histoire maintenant. Donc là, on vous a montré le tricot, c'est une manière de structurer un fil pour en donner une surface.
En fait, il y a à peu près tous les textiles ont cette propriété. Donc là, on va faire un petit inventaire de qu'est-ce qu'il y a comme textile et pourquoi on a choisi le tricot au final à étudier. Donc on peut commencer non, par celui qui a été le premier inventé, donc il y a plus de 30 000 ans, c'est le tissu. En fait, le tissu, c'est une série de fils parallèles, avec 2 séries de fils parallèles, avec un certain angle, et qu'on va venir entrelacer les uns vers les autres. Et du coup, ça donne, on peut très facilement faire avec ça des tissus, comme cette robe, une des premières pièces de tissu entière retrouvées. Mais par contre, c'est très résistant. C'est par exemple votre jean qui est fait de cette manière et c'est quasiment indéformable. Et c'est fait de plein de fils. Après, si on prend plein de fils, toujours en parallèle, est-ce qu'on peut faire quelque chose un peu différent? C'est de faire des nœuds entre eux, entre les voisins plus ou moins proches, pour donner aussi des motifs qui sont plus décoratifs qu'autre chose. Et c'est ce qu'on appelle le macramé, qui a été inventé aussi beaucoup plus récemment. Mais ça, on a encore plein de fils et c'est aussi assez peu déformable. Et si on prend cette idée-là, et que cette fois on prend qu'un seul fil, ça nous donne le crochet, qui a été inventé assez récemment. Et donc ça permet en fait avec ce crochet de faire par exemple des structures à 3 dimensions, comme ces magnifiques peluches que font ma cousine ici présente. Et après, si on garde cette idée-là, et cette fois on ne fait pas forcément des nœuds, donc on ne va pas tout bloquer la mécanique, mais on va laisser faire plutôt des boucles, on va laisser une grande place à la déformation. Et bien, ça donne ce qu'on appelle le nail binding. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, c'est en suédois ou en scandinave. Et en fait, c'est c'est un peu l'ancêtre du tricot. Ça se fait de manière un petit peu différente. C'est un peu comme le crochet avec du coup un seul crochet. Où on va passer, en fait, on va faire des boucles, mais sauf qu'à chaque fois, on doit passer toute la boucle, tout le fil dans la boucle. Et donc, c'est assez fastidieux à faire. Donc, il y en a très peu de gens qui le font, sauf encore en Scandinavie. Mais ça a été aussi inventé dans le bassin, dans le Moyen-Orient. Et nous, on a les premiers, archéologiquement, les premières traces de ce nail binding. C'est le premier tricot entier, en quelque sorte. C'est ces magnifiques chaussettes égyptiennes. Et juste anticiper peut-être une question, non, les Égyptiens n'avaient pas 2 doigts de pied. C'était fait pour être porté avec des tongs. Et donc ils avaient déjà un magnifique style à l'époque. Et donc ça, c'est le nail binding. Et encore, du coup, un peu le plus récent presque. Donc c'est le tricot, où du coup, cette fois, on ne va pas utiliser un seul crochet, mais 2 aiguilles à tricoter. On va pouvoir, du coup, faire tout un tas de motifs beaucoup plus complexes. Et donc, finalement, nous, ce qu'on a voulu étudier, c'est quelque chose de simple. Donc, on a voulu se limiter avec un système qu'avec un seul fil. Et aussi, on veut étudier l'influence de la structure sur la déformation. Donc, on veut quelque chose qui se déforme assez facilement. Et du coup, il nous restait plus que 2 choix. Donc, soit le tricot, soit le nail binding. Et sauf que ça, c'est extrêmement fastidieux à faire. Et je ne connaissais même pas l'existence quand j'ai commencé ma thèse. Donc finalement, c'est pour ça qu'on s'est orienté plutôt vers le tricot. Et du coup, on va montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec le tricot et pourquoi c'est un système très riche avec une structure qui peut devenir très complexe. Okay. Alors, le tricot. Donc il y a un petit peu différentes échelles de structuration d'un tricot. En l'occurrence, je vais vous parler des 2 échelles importantes ici par rapport à la structure. La première, c'est l'échelle de la maille. Donc, quand vous êtes en train de tricoter, en fait, vous faites un rang après l'autre. Et le premier choix qui se présente à vous quand vous allez faire votre prochaine maille, c'est savoir si vous allez passer le fil à l'intérieur, dans la boucle suivante, par le dessous ou par le dessus. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et donc, ça, c'est les 2 premiers choix qu'on vous a illustrés ici. Alors évidemment, si vous les faites tout à l'endroit et puis que vous retournez votre tricot, elles sont toutes à l'envers. Mais vous pouvez faire d'autres choses plus élaborées qui consistent par exemple à ne pas tricoter un certain nombre de mailles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un glissé. Vous pouvez aller tricoter une maille dans le rang suivant. Donc c'est ce qu'on appelle une jetée. Et vous pouvez faire des jetées à droite ou à gauche et de plusieurs mailles, etc. Donc en fait, il existe finalement un nombre assez important de mailles différentes, notamment, vous voyez que ces 2-là, on peut les moduler un petit peu. Ok, donc ça c'est l'échelle de la maille, mais il existe une 2e échelle qui est l'échelle du point. Et l'idée du point, c'est que en fait, ces mailles, je peux les alterner de manière, dans un ordre que j'ai choisi,
Et ça va donner lieu à toute une énorme palette de textiles, de tricots différents. Alors, j'ai mentionné le jersey à plusieurs reprises, et je vais continuer. Le jersey, en fait, c'est le plus simple possible, c'est que vous faites que des mailles à l'endroit. Alors, je vais essayer de ne pas me planter. Alors, pour ceux qui sont... On pourra discuter... Alors... Non, alors ça, je ne suis pas d'accord, vous allez voir pourquoi. J'y reviens. Si vous n'êtes pas d'accord, on pourra discuter après, si vous voulez. Il y a des spécialistes, quand même, du tricot qui l'enseignent ici, donc on pourra... Bon, j'ai fini mon explication, et puis on peut discuter après, si vous voulez. Alors, ensuite, si vous faites une maille à l'endroit et une maille à l'envers dans votre rang, et qu'au rang suivant, vous les alignez, c'est-à-dire que toutes les mailles à l'endroit sont alignées verticalement, vous faites des côtes, avec des propriétés mécaniques très différentes. Alors, c'est là qu'il ne faut pas que je me plante. Donc, le point de riz, c'est quand vous faites une maille à l'endroit et une maille à l'envers et qu'ensuite vous les décalez. Donc elles sont en quinconce. Ok, jusque-là ça va? Je ne me trompe pas? Ok, alors le point mousse, d'après ce que j'ai compris, c'est que vous faites une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Ah non, une maille à l'endroit, tout le rang, et le rang suivant, une maille à l'envers, tout le rang. Et là... Bon, alors, on n'est pas au point, donc c'est pas... il va falloir y revenir. Bien sûr pas. Oui, et ça, c'est parce qu'on retourne le tricot aux aiguilles. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Oui, voilà. Merci. Donc ça revient à alterner les lignes à l'endroit et à l'envers. Ok, donc on peut évidemment varier, faire des côtes en en faisant 2 mailles consécutives, donc on peut faire des côtes plus larges. Et puis ensuite, en mélangeant toutes ces mailles, faire des points très élaborés, etc. Vous voyez les petits schémas ici, il y a toute une schématique qui permet de se repérer un petit peu dans comment faire ces points. Donc voilà, les mailles, les points et à toi. Et voilà. Merci. Et du coup, souvent, quand on parle tricot, on pense directement à l'habillement. Mais en fait, c'est assez peu connu que c'est extrêmement utilisé en industrie. Et notamment pour faire ce qu'on appelle des moulages avec des matériaux composites. Donc en fait, c'est fait d'une résine. Une résine, c'est une sorte de plastique qui, quand on va sécher, ça va devenir très dur, un peu cassant, très dur, mais très cassant comme du verre. Donc ce qu'ils font dans l'industrie, c'est qu'ils mélangent ces résines avec... Ils vont couler ces résines sur un textile, donc du tricot ou autre, pour former ces sortes de matériaux qui ont pour but de remplacer, notamment dans les voitures, les avions, les trains, ces grosses pièces en métal terraformées. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de me déconcentrer. Et en fait, les avantages, c'est que c'est beaucoup moins cher que de prendre juste du métal, c'est aussi beaucoup plus léger, et c'est aussi beaucoup plus facilement mis en forme quand on prend du tricot. Donc, on va vous montrer ça, un petit exemple, c'est que, par exemple, imaginez ma main comme, comme un objet un petit peu complexe sur lequel on veut mouler quelque chose, et si je prends un tissu, par exemple, ça fait plein de plis partout, donc ça va être pas pratique, ça va donner plein de formes un petit peu bizarres. Mais par contre, si on prend un tricot, grâce au fait que ça se déforme très facilement, et ça va parfaitement épouser toute la surface. Et du coup, ça permet... ah oui, du coup. Et du coup, ça permet de faire des pièces en un seul morceau comme ça, où on peut du coup remplacer exactement la pièce qui était en métal avant par quelque chose qui était dans ce matériau composite, résine, tricot. Après, c'est aussi beaucoup utilisé dans la protection, parce que ça va très bien absorber les chocs, ou alors dans des sortes de matériaux un petit peu hybrides qui, comme ce genre-là, où on a une bonne tenue mécanique, c'est-à-dire c'est assez solide, mais par contre ça reste très perméable à tout ce qui est air, eau, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment une grosse application, et il y a un gros domaine de recherche, du coup plus dans l'ingénierie, mais il y a beaucoup de gens qui recherchent, du coup, qui sont experts en tricot vraiment industriel. Et du coup, ça, ils font pas ça avec de la laine, ils font ça avec plutôt de la laine de verre, ou du basalte, ou des trucs qui sont vraiment très résistants. Et donc c'est pas les petites machines à tricoter, ou ni avec des aiguilles qui font ça. Et donc... oui, donc nous, notre problématique, ce serait un petit peu de résoudre quel est le paradoxe de l'écharpe. Et donc ce qu'on appelle le paradoxe de l'écharpe, c'est juste le fait de prendre une écharpe, et ce qu'on se rend compte, c'est que les fils dont il est fait, ils sont quasiment inélastiques, ils sont à peu près indéformables, mais par contre, l'écharpe, on peut la déformer de plusieurs fois sa taille, et très facilement. Donc c'est un petit peu ça l'idée derrière... L'idée derrière notre recherche, c'est de voir comment on peut faire le lien entre un fil qui est inextensible, quasiment, et une écharpe qui peut se déformer énormément. Donc, Frédéric va vous expliquer un petit peu plus ça en détail. Ok.
Donc on est physicien. Et donc les physiciens, quand ils ont un problème compliqué comme ça sous les yeux, la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est d'essayer de le simplifier au maximum, de manière à essayer d'isoler des ingrédients simples pour essayer déjà de comprendre et puis ensuite d'avoir une compréhension quantitative de ce qui se passe pour pouvoir être prédictif. Donc ici, pour simplifier le problème, eh bien, la première chose à faire, c'est de ne pas prendre un fil de laine ni de coton, parce qu'en fait, le fil lui-même que vous utilisez pour tricoter, c'est un objet qui est en fait horriblement compliqué, qui est torsadé et dont les sous-fils sont eux-mêmes torsadés. Et donc, il y a quelques échelles comme ça de structuration du fil. Et puis, le fil de base est lui-même un objet assez complexe. Donc, il y a plusieurs échelles de complications dans le fil de laine ou de coton que vous pouvez utiliser pour tricoter. Donc, plutôt que d'utiliser cet objet horrible pour faire des expériences au laboratoire, on va prendre un fil simpliste, en l'occurrence du fil de pêche, parce que c'est ce qu'on avait sous la main, puis c'est pas cher. Et bon, les ingrédients dont on a besoin ici, c'est que l'objet soit élastique, soit homogène, uniforme, qu'il soit simple, quoi. Okay. La deuxième chose qu'on va essayer de faire, c'est plutôt que d'essayer d'étudier des napperons bretons, on va plutôt se focaliser sur un motif répété le plus simple possible, de manière à, voilà, à dégager la complication qui peut émerger de ces motifs. Une deuxième chose que les physiciens aiment bien faire, c'est de séparer les échelles qui apparaissent dans le problème. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que souvent dans un problème de physique, il y a différentes échelles de longueur, différentes longueurs qui sont importantes pour comprendre la réponse du système. Et si elles sont toutes les mêmes, tout va se mélanger, donc on n'arrive pas bien à identifier les mécanismes que jouent ces différentes longueurs. Donc dans notre problème ici, il y a typiquement 3 longueurs. Il y a la taille du fil, son diamètre, il y aura la taille de la maille, et puis évidemment la taille du tricot final. Donc ce qu'on a fait dans les études qu'on a menées, donc sur cet objet ici, c'est qu'on a essayé de bien séparer ces 3 échelles. Donc on a pris un fil très fin, de l'ordre de 200 microns. On a tricoté un tricot assez lâche, avec des mailles qui font quelques millimètres, voire presque centimétriques. Et on a fait des tricots qui ont une taille, disons, raisonnable, de l'ordre de 50 mailles ou de 50 à 100 mailles de large, pour bien séparer ces différentes échelles. Du coup, ça donne Alors évidemment, ça ressemble un peu plus à un filet de pêche qu'à un tricot. Mais ça nous permet, comme vous allez le voir, de bien pouvoir visualiser ce qui se passe et puis de pouvoir en dire quelque chose de quantitatif. Et puis, encore une fois, hein, donc, au lieu de regarder des motifs compliqués, on a commencé par regarder le motif de Jersey, qui est le truc le plus répandu, donc c'était assez naturel de regarder ça. Merci. Donc ça, c'est beau la théorie, mais après, vu qu'on fait des expériences, il faut maintenant tricoter. Et donc, quand j'ai commencé ma thèse, je ne savais pas du tout tricoter, donc j'ai appris, comme tous les jeunes font maintenant, sur des tutoriels sur YouTube. C'était pas super concluant, donc j'ai même demandé à ma grand-mère de m'apprendre, mais j'ai compris assez vite que de faire des milliers de mailles exactement de la même taille pour faire un beau tricot bien homogène, bien comme il faut, ça me prendrait à peu près le temps de ma thèse. Donc j'ai opté pour une solution un peu différente. Du coup, on a acheté une petite machine à tricoter à main. Donc peut-être c'est plus trop à la mode en ce moment, mais c'était très à la mode il y a une trentaine ou quarantaine d'années. Peut-être que des gens ici en ont chez eux. Et donc ça permet de faire des tricots qui sont beaucoup plus réguliers, de manière assez facilement. Et donc le principe d'une machine à tricoter, c'est qu'on a donc notre réseau de boucles. Et quand on va faire passer cette petite navette par-dessus, ça va faire avancer donc ce petit crochet qui va attraper le fil. Et quand il va revenir, grâce à un système de clapet, il va faire une nouvelle boucle dans la suivante. Et donc on fait donc le tricot rangé par rangée en faisant naviguer la navette dessus. Et donc là, c'est pour ça que moi j'ai plus le vocabulaire de la machine à tricoter plutôt que le tricotage à main. Donc c'est pour ça que pour nous, le jersey, c'est le plus simple, puisqu'il y a toujours à faire le même mouvement. Et le motif est exactement toujours le même. Et sauf que ça, c'est bien beau d'avoir une machine, mais sauf que le tricot, c'est pas très facile Enfin, c'est pas même sans ça, même avec une machine, c'est pas forcément évident. Et surtout, tricoter des fils qui sont pas forcément faits pour, ni très conventionnels. Du coup, on allait voir juste à côté, on a les arts décoratifs, qui ont tout un département textile, parce qu'il y a toute une branche de design textile.
Et notamment, ils ont un très beau atelier avec plein de machines à tricoter, plein de métiers à tisser, et surtout un responsable d'atelier, Clément Assoun, ici présent, qui a pris beaucoup de son temps pour m'apprendre à bien utiliser ces machines et à bien comprendre notre problème et qu'est-ce qu'on voulait. Et du coup, qui m'a appris à tricoter des beaux tricots. Et donc maintenant que je savais faire ça, on fait l'expérience, qui est assez simple. C'est qu'on prend donc juste un tricot donc en filet de pêche. On va l'accrocher de manière bien contrôlée au bord, avec des petites vis qui vont tenir chacune des mailles. Et on va mettre ça dans une machine qui va tirer de manière très contrôlée et qui va aussi mesurer la force qui est nécessaire pour tirer cette machine. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une belle forme qui apparaît. Et on a aussi une force qui n'est pas forcément évidente à comprendre. Et du coup, ce qu'on a voulu savoir, c'est est-ce qu'on arrive à comprendre d'où vient cette forme et est-ce qu'on arrive à prédire et à la prédire. Donc, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Alors, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'on fait aussi l'imagerie de ce système, c'est-à-dire qu'on a une caméra, enfin un appareil photo de haute résolution et qu'on va regarder chaque point et qu'on suit chaque point en fonction de la déformation de l'objet et que donc on a toute l'information microscopique sur la déformation du tricot. Ok, alors, donc pour comprendre en fait ce qui se passe et qu'est-ce qui pilote la déformation de cet objet, il faut que je vous raconte une petite histoire. Donc là, il va y avoir les 2 slides un peu techniques, mais c'est important pour la suite. Et vous allez voir que la réponse en fait à la question, c'est que ce qu'on fait quand on déforme un tricot, c'est qu'on fait fléchir le fil et qu'on n'est pas en train d'essayer de l'étendre. Et c'est ça qui donne cette propriété de mollesse extrême du système. Alors pour comprendre pourquoi, il est beaucoup plus facile de fléchir un objet fin que de l'étendre, en 2 mots. Si vous prenez un ressort et que vous lui appliquez une certaine force F, eh bien, son élongation va être proportionnelle à la force, avec un certain coefficient de proportionnalité qu'on appelle la raideur ici. Alors, si on prend un fil maintenant, fait d'un matériau élastique, il se passe la même chose, j'applique une certaine force, il va s'allonger de manière proportionnelle à cette force. Bon, le coefficient de proportionnalité ici est sensible à la longueur du fil, donc en fait c'est plutôt un allongement relatif. Et vous voyez ici qu'on va voir apparaître la section du fil, et puis un certain coefficient qu'on appelle le module de Young, qui est essentiellement la raideur normalisée de cet objet. Donc ça, c'est des travaux qui commencent à dater un petit peu, on connaît ça depuis très longtemps. Mais maintenant, si je cherche à faire fléchir ce fil, alors quand même une remarque importante sur l'énergie. Donc voilà, ça c'est l'énergie que je stocke dans mon fil, dans mon ressort quand je l'étends d'une quantité X. Et ça se traduit dans mon fil élastique ici par l'énergie va comme l'allongement carré, toujours proportionnel à cette constante ici, et puis à la section du fil. Enfin, bon, rien de très intéressant. Bref, ce que je veux dire surtout, c'est que si j'essaie maintenant de le faire fléchir, et que je cherche à appliquer la loi précédente, eh bien, vous voyez que si je fais fléchir le fil, en fait, je vais être en train d'essayer d'étendre la partie supérieure ici, et puis de comprimer la partie inférieure. D'accord ? Donc, si j'essaie de quantifier de combien ces choses bougent, et quand j'essaie d'imposer un certain rayon de courbure R, eh ben, je m'aperçois que l'allongement relatif, par un argument géométrique très simple, voit le rayon du fil et l'inverse du rayon de courbure ici. D'accord ? Ce qui fait que mon énergie de flexion ici va s'écrire comme 1 sur le rayon de courbure au carré. Donc ça, c'est juste le fait que plus j'essaie de fléchir mon fil et plus ça me coûte d'énergie. D'accord ? Mais la chose importante, c'est que la raideur de cette opération est sensible au rayon du fil à la puissance 4. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que quand on prend un petit rayon, ça fait un petit nombre, et que si on l'élève à la puissance 4, il devient vraiment, vraiment très petit. Donc, c'est en fait la raison pour laquelle les systèmes élancés, donc les systèmes qui ont une dimension qui est beaucoup plus petite que les autres, vont être beaucoup plus faciles à fléchir qu'à étendre, et donc souvent, on peut traiter leur déformation en ne considérant que ce degré de liberté de flexion et en oubliant complètement les aspects changement de longueur. Donc si on retourne dans le cas de notre tricot,
En fait, la question qu'on peut se poser, c'est que si j'ai une certaine longueur de fil, donc là, ça va être en gros ma maille, que je commence à essayer de la déformer en appuyant dessus, par exemple, est-ce que c'est le fil qui va se comprimer ou est-ce que je vais avoir cette flexion? Donc pour ça, on peut mettre des chiffres, donc ceux qu'on a dans notre tricot. Donc là, c'est le module Young typique d'un fil de nylon. Là, la taille typique, la longueur de fil typique dans une maille, le diamètre de notre fil, et après, là, de combien on veut le raccourcir. Donc on peut trouver assez facilement quel est le rayon de courbure qui doit satisfaire ça, c'est simplement de la géométrie. Et quand on calcule les énergies qui correspondent, on a tout ce qu'il faut. Ce qu'on trouve, c'est que l'énergie pour cette opération-là, elle est 10 000 fois plus élevée que l'énergie pour simplement fléchir. C'est-à-dire que nos systèmes, c'est 10 000 fois plus facile de fléchir un fil que de le comprimer dans sa longueur et de changer sa longueur. Donc du coup, on peut assez facilement dire que dans notre tricot, on a seulement de la flexion et qu'on ne va jamais vraiment étirer ou compresser notre fil. Et donc c'est ça lève un petit peu le voile sur notre paradoxe de l'écharpe, c'est-à-dire que dans notre écharpe, le fil a beau être quasiment inextensible, en fait on ne va jamais tirer dessus. Et ce qu'on va faire, c'est changer ces boucles et juste changer des rayons de courbure. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile. Et c'est aussi là qu'on voit la différence entre du coup, l'écharpe par exemple, ou mon pull, et mon jean par exemple. Le jean est tissé, on va quasiment pas pouvoir le déformer parce que comme les fils sont tous parallèles, dès qu'on tire, on va tirer directement sur le fil et vouloir l'agrandir. Du coup, ça devient beaucoup plus dur que juste déformer les boucles. Et donc, ça, c'est un des ingrédients qu'on a pour expliquer, donc d'où vient l'énergie en quelque sorte. Et là, on peut passer au deuxième. Ok, bon, donc pour résumer, on a identifié quel était le mécanisme de déformation, ça va être de la flexion. Et donc, on peut considérer essentiellement que la longueur va rester constante. Donc ça va être une hypothèse simplificatrice importante pour la suite. Donc on va supposer que la somme de toutes les longueurs de fil dans toutes les mailles du tricot est une constante au travers toutes les déformations possibles de notre objet. Donc ça, c'est une première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est toi qui la racontes, celle-là, elle est horrible. En fait, il faut juste aussi rendre compte du fait, parce que ça, c'est pas forcément évident quand on fait des maths, que quand on va déformer notre écharpe ou autre, en fait, on aura beau la déformer autant qu'on veut, on va jamais changer de point. Si on a un jersey, on pourra beau mettre notre pull autant de fois dans la machine à laver qu'on veut, on gardera toujours un jersey. Et du coup, ça, il faut pouvoir l'exprimer un peu de manière mathématique pour pouvoir le rentrer dans notre modèle. Et donc ça se rapproche à la notion de topologie en mathématiques, qui dit que quand on a un fil, donc dans le cas des fils, on a plusieurs manières de le faire croiser avec lui-même. Donc soit par exemple en passant en dessous ou en passant au-dessus, et que ces deux configurations ne sont pas du tout les mêmes, et qu'on ne peut pas passer de l'une à l'autre sans couper le fil en quelque sorte. Et donc ça a donné lieu à fait, toute une branche des mathématiques qui s'appelle la théorie des nœuds, où ils sont amusés à classer, à faire plein de théorèmes et autres sur comment un objet peut se croiser lui-même, et pour former ce qu'on appelle des nœuds. Et donc là, ils ont aussi notamment classifié ces nœuds. Donc là, le plus simple, c'est simplement en fait pas de nœud. Et après, le deuxième plus simple, on va dire, c'est simplement une sorte de triskel, où on a 3 croisements. Et on ne peut pas passer continuellement de ça à ça sans avoir à couper le fil. Et du coup, on peut aller là, on peut continuer à rajouter autant de croisements qu'on veut, on peut classifier comme ça. Et donc nous, notre idée dans notre tricot, c'est de dire que si on rejoint par exemple les deux extrémités de mon tricot, et en fait, les croisements, eux, ils ne vont jamais changer. Il faut toujours garder le même nombre de croisements, ou alors ils vont toujours être équivalents à la même classe. Et donc ça, on arrive à l'écrire d'une certaine manière, on ne va pas trop détailler, mais du coup, il reste le dernier ingrédient. Donc, ok, on a à peu près les ingrédients. Donc, une énergie de flexion, une longueur de fil constante, et puis des croisements fixes. Il nous manque un ingrédient qui est la cinématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut bien qu'on se donne des grandeurs sur lesquelles on va raisonner pour pouvoir décrire la forme de l'objet qu'on est en train d'essayer de comprendre. Et cette forme, elle va être décrite par 2 vecteurs, en fait, qui sont associés à une maille. Ok, donc on a un système périodique, donc chaque maille est identique aux voisines, enfin, identique, disons, dans la configuration de référence. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises quand même. Mais... donc en fait, on peut décrire l'état d'une maille par 2 vecteurs. Un vecteur
C pour course, qui est le long de la trame de votre tricot, donc le long de la direction des rangs, et un vecteur whale en anglais, donc W, qui est dans la direction des chaînes, donc dans la direction de progression du tricot. Et vous voyez que si je m'amuse à déformer mon tricot dans une direction arbitraire, eh bien, ces deux vecteurs vont avoir le droit de bouger en direction à la fois et en longueur. Parce qu'une maille donnée peut devenir plus grande que ses voisines, etc. Donc on a besoin de ces deux champs de vecteurs. Donc évidemment, ces deux vecteurs, il va y en avoir une paire de vecteurs par maille. Et c'est là-dessus qu'on va écrire notre théorie, parce qu'à la fin, on aimerait bien comprendre quelles sont les valeurs de W et de C qui donnent la forme globale à notre objet. Donc, on va minimiser une énergie élastique de flexion, mais on a des contraintes à imposer à cette minimisation, et on va le faire sur ces deux champs de vecteurs. Et du coup, l'idée l'idée générale qu'on a, c'est qu'on a ces deux champs de vecteurs qu'on va vouloir écrire notre énergie avec et nos contraintes avec. Et ce qu'on veut, c'est que ces deux champs de vecteurs minimisent l'énergie au maximum, mais toujours satisfont ces deux contraintes. Et pour ça, on utilise une théorie qu'on appelle, une approche qu'on appelle lagrangienne, qui a été introduite il y a à peu près 200 ans par Joseph Louis Lagrange. Et du coup, c'est un petit peu moche, mais on écrit une sorte de fonction qui dépend de nos deux champs de vecteurs, et on va mettre dedans tous nos ingrédients. Donc on a le premier terme là, qui va correspondre à l'énergie. Je vais pas vraiment, on ne va pas expliciter pourquoi ces termes sont égaux à ça, mais juste pour vous donner une petite idée. Et, donc on a notre énergie de flexion ici. Ici, on a notre contrainte qui doit être vérifiée du maintien du point. Donc ça permet de maintenir les points. Et ici, on a notre contrainte de conservation du filet. Et donc l'idée, ça va être de résoudre ce système. Donc en dérivant en gros cette fonction, on arrive à trouver les équations différentielles que vont devoir vérifier C et W pour pouvoir minimiser l'énergie et respecter ces contraintes. Donc c'est un petit peu comme si on écrivait une énergie en fonction de certaines variables et qu'on essaye de minimiser cette énergie en fonction de ces variables. Parce que cette fois, on a des fonctions, donc on a des équations différentielles au lieu d'avoir simplement des équations. Et on ne va pas aller plus dans les détails, on va aller directement au résultat. Et donc finalement, ce qu'on peut faire, c'est par exemple regarder en violet, là c'est la forme qui est prédite par notre modèle, et avec derrière, notamment surligné en orange, ça va être les rangs ou les lignes à laquelle on va les comparer. Et ce qu'on voit, c'est que pour toute une large gamme de déformations, on arrive à très bien comprendre cette forme. Donc ça veut dire qu'on a réussi à extraire les bons ingrédients qui permettent d'écrire la physique donc, de ce tricot-là, donc sa mécanique, comment ça va se déformer, mais dans notre cas un petit peu modèle. Et donc maintenant on a fini avec notre première partie et on va pouvoir passer à la deuxième. Ok, donc on vous avait annoncé qu'on va, la deuxième partie, ça va être comment on peut utiliser ce système-là maintenant pour programmer des formes. Alors, programmer des formes, donc... Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit que le jersey, en fait, ça roulotte spontanément. Donc, dans tout ce qu'on vient de vous raconter, il n'y a pas de roulotement du tout. Okay, donc, notre théorie, en fait, elle est surtout valable pour comprendre les déformations dans son plan du tricot et combien il va résister à une certaine force et quelle forme il prend, mais dans son plan. En l'occurrence, on peut tirer parti du fait qu'il roulotte parce que, disons que c'est une propriété intéressante et qu'on aimerait aussi évidemment comprendre. Et en fait, la raison de ce roulotement, c'est que la forme la plus favorable du fil lui-même, puisqu'il est élastique, c'est d'être tout droit. Okay, par contre, quand je tricote, le fil, je lui donne une forme assez biscornue, et donc il est tout sauf tout droit. Donc c'est là que je crois qu'il faut qu'on fasse une manip, non? C'est une conférence expérimentale. Donc en fait, essentiellement, ce qui se passe quand vous faites faire ce circuit au fil, c'est que vous êtes en train de piéger des contraintes. Le fil, il est sous contrainte à l'intérieur du tricot, et il n'est pas très content, il aimerait bien pouvoir se remettre tout droit. Ok? Ouais, on peut chercher. Et donc pour essayer de comprendre un petit peu comment il n'est pas content, en quelque sorte, il faut le regarder un peu sur le côté. Donc pour ça, on a un modèle de tricot un peu géant. Où, du coup, là, on vous a montré le tricot donc, de face. Et si on le regarde de côté,
Du coup, par rapport à la caméra, c'est plus compliqué. Ouais, donc ce qu'on voit, c'est que si on regarde de ce côté-là, et si on regarde vraiment sur ce côté-là, donc dans cette direction-là, on voit que le fil, on appuie sur le tricot, donc il est dans le plan, et du coup, par contre, le fil, lui, prend une certaine courbure. Donc ça, c'est-à-dire qu'il n'apprécie pas, il est déformé, et donc lui, s'il veut minimiser son énergie, il va vouloir se courber dans l'autre sens. Et en se courbant dans l'autre sens, il va du coup entraîner tout le tricot autour, et puis que chaque maille, si elles sont dans la même configuration, elles vont pouvoir faire la même chose. C'est ça qui va donner une courbure naturelle au tricot. Et si on regarde dans une direction perpendiculaire, donc en dessous, Ça part en dessous. voilà, parfait. Voilà, je ne peux plus rien montrer du coup. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi une courbure qui est imposée et que le tricot va aussi vouloir se courber du coup dans une direction opposée pour pouvoir minimiser cette courbure de fil. Et donc ça va donner des courbures naturelles au tricot qui vont être du coup pas. C'est pour ça que ça va rouloter. Donc si on regarde par exemple l'exemple du jersey, c'est à toi non? Ah, c'est moi. Alors, le jersey. Bon, bah voilà, le jersey. Donc, comme vous venez de voir, ce jersey, il a envie de se rouler dans une direction qui est celle-là. Donc, hop, parce que le fil a envie de se redresser. Et il a aussi envie de se rouler dans l'autre direction, qui est celle-là. Okay, donc, c'est un objet marrant qui est une sorte de poincelle. Donc, sa configuration plate n'est pas du tout favorable, en fait. Donc il a envie plutôt de soit rouler dans un sens, soit rouler dans l'autre. Et ça nous a posé des problèmes assez sérieux pour développer la théorie, parce que on aime bien avoir un état de référence bien défini en mécanique. En l'occurrence, là, il est très mal défini. Et du coup, là, on a vu ce que c'était quand on n'avait qu'une seule sorte de maille. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut changer. Donc une chose qu'on peut changer, c'est notamment la topologie. Donc c'est-à-dire que là, on peut séparer notre tricot en sorte de petites cases, en sorte de réseau, et on va pouvoir choisir quelle propriété je donne à cette petite case. Donc une chose qu'on peut changer, ça peut être la topologie. Donc c'est-à-dire est-ce qu'on a une maille à l'endroit ou une maille à l'envers. Et une autre propriété qu'on peut changer, c'est la longueur de fil que l'on met dans cette maille. Donc c'est assez facile à faire avec une machine, c'est peut-être un petit peu moins avec des aiguilles. Mais en tout cas, avec machine, c'est faisable. Et en fait, ça s'appelle changer la dimension d'un réseau comme ça s'appelle changer une métrique. Et du coup, on va voir qu'est-ce que ça fait donc, de changer entre l'endroit ou l'envers. Et donc là, c'est simplement de le retourner. Donc on a vu de ce côté-là, c'est-à-dire que le fil va vouloir se déformer de cette manière-là. Mais sauf que pour les zones à l'endroit, mais pour les zones à l'envers, le fil va vouloir se déformer dans une direction opposée. Et donc on peut jouer un peu avec ça pour faire des tricots qui vont vouloir se déformer de différentes manières. Et pour mettre ça un petit peu de manière un peu plus interactive, ce qu'on a fait, on a fait des tricots en fil à mémoire de forme. En fait, un fil à mémoire de forme, c'est un fil en alliage métallique. Là, c'est du nickel titane, qui a des propriétés assez étonnantes. C'est qu'à froid, il va ressembler comme à n'importe quel fil de fer. Il est ce qu'on appelle ductile, c'est-à-dire que si on... Mets-toi peut-être devant le... Non, on va regarder. Donc à froid, il va être ductile, c'est-à-dire que c'est comme un fil de fer. Si on lui donne une forme, il va la garder. Tu peux le rendre ductile? Alors, je rends ductile. Du coup, il est ductile, donc on peut lui imposer la forme, il va la garder. Mais par contre, la propriété très marrante de ces fils, c'est dès qu'on va le chauffer, il va pouvoir redevenir tout droit. Donc en fait, ça équivaut à dire qu'on a un fil qui n'a pas d'élasticité à froid, mais dès qu'on va venir le chauffer, il va redevenir élastique. Et du coup, pour chauffer, on a cette sorte de super sèche-cheveux. Bon, je lui donne une forme un peu biscornue, là. Ouais. Et du coup, si on chauffe... Bon, il va essayer... Bon, il est presque reçu. Tu l'as trop cassé, je crois. Mais du coup, c'est un peu ça l'idée. Donc, à chaud, qu'on va venir chauffer avec ça, ça va redonner l'élasticité au tricot. Donc, on va voir quelle est la forme spontanée due à l'élasticité. Et du coup, là, on va juste présenter une petite expérience. Donc, on va prendre un premier échantillon. On a ce genre de tricot. On a une zone qui est tricotée à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Et du coup, chacune va vouloir se plier dans une zone différente. Donc là, si on peut repasser du coup là-dessus. T'es sûr que tu veux que je fasse? Alors, quand même, méfiez-vous un peu, ça chauffe. Hein. Ouais. Et donc là, ce que vous voyez... Attends, ouais. C'est là? Ouais, c'est sur le tricot qui dépasse.
Ah, parfait, merci. Donc là, on a notre tricot. Et là, on a une zone endroit, en vert, endroit, en vert. Et donc là, à froid, ça donne rien. Sauf que dès qu'on va venir le chauffer, on va redonner de l'élasticité. Donc chacune des parties va vouloir se plier dans le sens qu'on lui a donné. Et tu peux le refaire si tu veux. Mais... du coup, là, quand il refroidit, il va reprendre sa forme parce qu'il y a un certain poids. Donc il va reprendre sa forme étirée. Mais dès qu'on va le réchauffer, voilà. Et ça, on peut le faire autant de fois que ça nous amuse. Du coup, on va montrer un deuxième tricot qui est quasiment la même chose, sauf que dans chaque zone, endroit ou en vert, on a mis juste le double de mailles. Donc c'est juste le même tricot, mais avec 2 fois plus de mailles. Du coup, cette fois, quand on va venir le chauffer, on a le même effet qui apparaît. Sauf que cette fois, vu que les zones sont assez grandes, il va pouvoir s'enrouler sur lui-même. Et du coup, on a notre tricot qui faisait à la base peut-être une vingtaine de centimètres qui se retrouve tout recroquevillé sur quelques centimètres. Et donc du coup, on arrive comme ça simplement en changeant donc là, le point, on arrive à jouer avec l'élasticité et le point pour donner des formes assez marrantes et des propriétés assez rigolotes. Et donc on peut penser à plein de sortes d'applications. Je ne sais pas où, par exemple, si on fait un pull avec des fibres comme ça, il va peut-être pouvoir se plier tout seul ou des choses comme ça. Mais on n'a pas encore essayé. S'il sort directement plié de la machine à laver, ce serait parfait. Et donc on va regarder maintenant, on a regardé un petit peu l'effet de la topologie, donc du point. Et donc on peut regarder maintenant un truc un petit peu différent qui est la métrique. Attends, vas-y, je le fais. Tu veux le faire, toi? Ah, c'est à moi de raconter ça. Donc la métrique, comme Samuel vous a dit, essentiellement, ça consiste à changer les distances locales entre les points ou entre les croisements. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait un tricot, pardon, c'est pas ça, voilà. On a fait un tricot, on a fait des mailles très serrées en haut et en bas. Et puis au centre, on a fait des mailles qui sont beaucoup plus allongées, en fait, dans la direction longitudinale. Et quand on veut restaurer l'élasticité de cet objet, eh bien, cet objet allongé, en fait, il va essayer de redevenir carré essentiellement. Et si on fait ça, eh bien, en fait, on va augmenter les distances latérales dans la région centrale ici, alors que les distances ici et ici vont rester les mêmes. Donc, regardons ce que ça donne. Voilà, donc là, on voit notre tricot. Donc là, on reconnaît bien ici les mailles petites et les mailles assez grosses au milieu. Donc là, je l'allonge bien pour qu'elles aient à peu près toute la même largeur. Mais je viens raccourcir les largeurs au milieu. Et ce qu'on voit... Augmenter les longueurs. Là, on voit pas trop, on ne voit pas très bien. Il faut le mettre plus comme ça. Hop. Ah voilà. Et ce qu'on voit, c'est que ça va prendre... c'est que ça va venir compresser le milieu et faire une sorte d'instabilité qu'on appelle de flambement, qui est... je te laisse expliquer. Bon, enfin voilà, si vous prenez une tige et que vous appuyez dessus, il y a une instabilité de flambement, donc la tige prend une courbure. Ici, comme le système est contraint en haut et en bas, eh bien, au lieu d'obtenir une courbure globale comme vous obtiendriez avec une tige, il y a une longueur d'onde qui est sélectionnée par le système, et vous obtenez donc ces différents lobes ici qui viennent essentiellement du fait que la longueur essaie de grandir, mais le système est tenu de part et d'autre, et donc il adopte cette jolie forme avec ces différentes coquilles ici. Donc voilà, encore une fois, ici, en utilisant une propriété simple de juste changer la longueur locale, et puis notre super sèche-cheveux, eh bien, on arrive à modifier la forme de l'objet et essentiellement à la programmer à l'avance. Alors en fait, ce motif-là, on va faire une petite digression rapide sur ce motif parce qu'il apparaît en fait à de très nombreux endroits dans la nature. Donc souvent, par exemple, quand vous avez de la croissance différentielle dans un milieu biologique, dans une plaque, eh bien, vous allez avoir le bord de la plaque qui va onduler comme ça. Donc j'avais un petit peu trahi ma slide, mais donc des feuilles de salade par exemple, où cette feuille-là, vous voyez le bord est ondulé, alors que la partie centrale est plate. Donc ici, ça indique le fait que la croissance a fait que les longueurs ici ont voulu devenir plus grandes que les longueurs au centre. Et donc cette instabilité de flambage nous donne ce motif ondulé. Il en va de même pour les corolles de certaines fleurs. On voit ça à très nombreux endroits dans l'intestin aussi.
Et on a encore une petite manip à vous montrer parce que c'est quelque chose qu'on observe aussi et qui a été étudié dans le labo de José. On observe ça aussi quand on déchire un morceau de plastique. Donc le plastique, par définition, c'est un matériau qui va se déformer de manière irréversible quand on le contraint. Et donc quand on le déchire, en fait, on applique des contraintes énormes sur le bord de la fissure. Et donc la longueur du matériau change très fort au voisinage de l'endroit où on l'a cassé. Par contre, loin, il reste le même. Et donc en fait, on a une longueur excédentaire au voisinage du bord de l'endroit où on a déchiré notre sac plastique. Et donc on voit apparaître ces très jolis motifs en forme de feuilles de salade dans notre sac poubelle. Voilà, c'est un exemple visuel. Bon, donc il nous reste un peu de temps pour la surprise finale. 5 minutes, ouais, allez. 5 minutes. Ça va aller vite. Et bien c'est parti alors. Du coup, c'est moi. Et donc là, on va passer un petit peu quelque chose d'un petit peu différent. C'est un petit phénomène qu'on a, peut-être important, on verra. Super phénomène. Un super phénomène qu'on a vu quand on tirait tout doucement notre tricot. On entendait en quelque sorte des grincements, et si on le tire à la main, on sent qu'il y a une sorte de tremblement, et que la force nécessaire pour le tirer dessus n'est pas constante. Donc on a fait des expériences, et donc là, si je vous montre, c'est une courbe de force en fonction de l'élongation. Donc là, je viens tirer sur mon tricot. Donc typiquement celui-là, c'est même exactement celui-là. Je viens tirer vraiment tout doucement. Donc là, c'est avec des vitesses qui sont de l'ordre de quelques micromètres par seconde. Donc pour faire un aller-retour, ça prend à peu près une nuit. Mais c'est pas grave, de toute façon la nuit, je peux le laisser, laisser tourner tout seul. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a du coup des sortes de... un peu comme du bruit qui apparaît dans notre signal de force. Mais si on zoome dessus, en fait, on se rend compte que ce n'est pas du bruit aléatoire, ce n'est pas notre machine qui est un peu cassée ou qui mesure mal, c'est qu'on a des sortes de petits, plus ou moins grands sauts de force où la force va diminuer d'un coup. Et ça, on voit que ces sauts de force ont toute une variété de tailles. On a des tout petits, on a des un peu plus grands, des très grands, et on a ça sur toute l'élongation. Et alors, vas-y. Ah non, ça moi. Oui, c'est toujours à toi. Ouais. Et du coup, ce qu'on peut voir aussi, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est on peut juste utiliser notre imagerie pour faire des photos et regarder notamment, si je prends une photo ici, je prends une photo ici, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Donc notamment comment mes mailles ont bougé. Et si je fais ça, je peux prendre mon tricot, je peux mettre pour chaque tricot une petite flèche qui va indiquer comment elle a bougé. Et ce que je vois, c'est que ça a l'air assez inhomogène. Tout ne bouge pas en même temps. Il n'y a que des endroits qui ne bougent pas du tout, des endroits qui bougent beaucoup. Et si on zoome un petit peu, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toute une zone qui va en quelque sorte glisser par rapport à une autre. Et donc on a donc un glissement de cette partie-là sur cette partie-là. Et donc ça, on a réfléchi un petit peu à quoi ça pouvait être dû. Et en fait, c'est dû au frottement, qu'on n'a pas du tout parlé pour l'instant, mais en fait, à chaque point de contact, on a du frottement qui peut induire des effets un petit peu plus compliqués que simplement élastiques qu'on a montré. Alors c'est là qu'il faut que je me lance dans cette horrible explication. Alors, un endroit typique où on observe ce genre de motif, c'est ce qu'on appelle le stick slip, ou le coupé-décalé, le collé-glissé. Et donc, une manière de l'illustrer très simplement, ça consiste à prendre un objet frottant sur un substrat frottant et de le tirer à vitesse constante. Donc, je vais essayer de faire l'expérience. Donc, si je tire, vous voyez que l'élastique s'allonge, il va finir par casser. Ah, c'est bon. Ok, donc je tire à vitesse constante, croyez-moi. Raté. Bon, je tire pas du tout à vitesse constante. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, donc typiquement ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que je tire à vitesse constante, le système reste statique, je suis en train d'allonger mon élastique, je stocke de l'énergie dans mon élastique, et puis à un moment donné, le système casse, la tasse bouge, relâche l'énergie qui était stockée dans mon élastique, et puis elle vient se poser à un endroit, et le cycle recommence. Alors pourquoi il se passe ça ? On peut revenir à la slide, s'il vous plaît. Pourquoi il se passe ça ? Eh bien, il se passe ça parce que le coefficient de frottement entre le substrat et ma tasse
prend une valeur différente quand le système est en mouvement, quand il est en train de glisser, que quand il est statique. Donc quand il est statique, en fait, le coefficient de frottement est grand. Le coefficient de frottement, c'est juste le rapport entre le poids de l'objet et puis la force avec laquelle je tire. Donc il faut en fait une force assez grande pour briser le frottement statique. Et en fait, quand il glisse, le système, eh ben, la relation de proportionnalité entre ces deux forces est plus petite. Donc il va en fait continuer à glisser pour des valeurs de force plus petites. Et c'est ça qui donne ce cycle. En fait. Si je représente en fait essentiellement la force verticale en fonction de la position de l'objet. Bon, je vais vous passer ça, je pense, parce que... oui, donc voilà, j'étais en train d'essayer de vous raconter que quand le système est à l'équilibre, que la masse ne bouge pas, eh bien, la force tangentielle avec laquelle je tire sur l'objet est plus petite qu'un certain coefficient de frottement statique fois la force normale, donc le poids de l'objet. Au moment où ça se met à glisser, en fait, ce coefficient devient plus petit, et du coup, l'objet a besoin de moins de force pour bouger, et il va finir par du coup s'arrêter, et puis ce cycle s'enchaîne. Et donc, si on regarde à vitesse constante la force tangentielle en fonction de la position, eh bien, j'obtiens ce motif en dents de scie qu'on appelle du stick slip. Donc c'est quelque chose qui arrive à plein d'endroits de votre vie quotidienne. Par exemple, quand vous frottez une craie sur un tableau et que ça grince, c'est ça qui se passe. Si vous jouez du violon, eh bien, votre archet qui excite le mode de vibration de la corde, c'est ça qu'il est en train de faire sur la corde. Donc voilà, donc ça c'est un mécanisme, disons, assez naturel pour essayer de commencer à comprendre ce qu'on a vu dans le tricot. Et du coup, si on fait notre analogie avec le tricot, ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi ce genre de contact à chaque point de croisement, et qu'on a aussi une force globale qui va tirer dessus, sur tous ces croisements. Sauf que là, on n'a pas un seul contact comme on nous a montré, mais vraiment des milliers. Et donc ce qui peut arriver, c'est soit on a un seul contact qui va glisser, mais on peut en avoir aussi plusieurs, une dizaine, une centaine, et donc c'est ça qui va donner ces chutes de force, donc comme on a vu juste avant. Mais sauf que cette fois, ils n'ont pas tous la même taille, parce qu'on a plein de contacts qui peuvent bouger d'un coup. Et donc ça, c'est très proche de ce en physique, qu'on appelle les phénomènes d'avalanche. On peut avoir un événement qui, en se déclenchant, donc là, un contact qui va glisser, peut déclencher d'autres contacts et qui vont de proche en proche, comme ça, pouvoir créer des événements qui sont de grande taille. Et donc ces événements, on peut du coup essayer de faire les liens entre la physique des avalanches et ça. Et donc notamment une chose qu'on peut regarder, c'est la fréquence de ces événements en fonction de leur taille, de leur amplitude. Et si on fait ça, donc ici ce qui est représenté en axe d'ordonnée, c'est la probabilité des avalanches ou leur fréquence, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas. Et dans l'axe des abscisses, en X, c'est la taille de ces avalanches. Donc on peut les mesurer dans notre tricot. Et ce qu'on voit, c'est que ici, il y a beaucoup de petites avalanches. Il y en a un petit peu plus, encore un petit peu moins. Donc beaucoup de petites avalanches, un petit peu d'avalanches moyennes et de moins en moins de grosses avalanches. Sauf qu'on voit que cette distribution, déjà, elle n'a pas de taille caractéristique. On n'a pas une taille d'avalanche qui va ressortir plus qu'une autre. On a vraiment tout un spectre de taille. Et que cette distribution, elle suit ce qu'on appelle une loi de puissance. Et ce qui relie la fréquence de ces avalanches avec leur taille, c'est simplement un coefficient qui est ici le coefficient directeur de cette droite. Et ça, on peut essayer de regarder qu'est-ce qui se passe dans d'autres systèmes où il y a des avalanches, et notamment un très connu, c'est les tremblements de terre, où on peut mesurer aussi donc le nombre de séismes, donc leur fréquence en fonction de leur taille, et ce qu'ils mesurent. Donc là, ici, c'est les séismes qui ont lieu en Belgique entre 1350 et 2015. Et c'est la seule slide que j'ai trouvée en français. Donc là, les points, ça correspond à ce qui est mesuré. Et en rouge, c'est ce qu'on appelle la loi de Gutenberg-Richter, qui est reliée à la loi de l'échelle de Richter pour mesurer l'amplitude des tremblements de terre. Donc c'est ce qui est ici. Et ce qu'on voit, c'est que ça suit aussi une loi de puissance. Et ce qui est assez remarquable, même très remarquable, c'est que cette pente qu'on mesure dans notre tricot est exactement la même que celle mesurée pour les tremblements de terre. Donc ça, c'est un peu une magie des effets de la physique, ce qu'on appelle la physique statistique, où la statistique est la même,
même si les éléments qui entrent en jeu sont très différents. Mais par contre, même les éléments microscopiques, donc nous des contacts entre des fils, ou ici des contacts entre des plaques tectoniques, même si ces effets-là sont très différents, au final, on a aussi cet effet d'avalanche qui va donner à peu près la même statistique. Et donc je laisse Frédéric conclure. Donc voilà, pour finir, quelques mots. Donc, on a essayé de vous convaincre que votre tricot, en fait, c'était un métamatériau mécanique. Et qu'on peut, en modulant localement la longueur de fil qu'on va y injecter ou en changeant le type de point, on peut changer sa forme et en particulier programmer cette forme et éventuellement vous mettre en garde contre les tremblements de terre dans votre tricot. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et en avril, ne vous découvrez pas d'un fil.